ça en replay. Donc juste au programme pour ce soir, on va voir avec Lydia toutes les informations essentielles pour préparer votre voyage en Tanzanie et notamment le Kilimandjaro et surtout le retour d'expérience de Kalani et Lydia qui vous délivreront aussi leurs meilleurs conseils pour vivre sereinement votre ascension du Kilimandjaro. Et évidemment, on gardera un tout petit peu de temps à la fin pour répondre à quelques-unes de vos questions. Et ensuite, si vous avez encore des questions à nous poser, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées. Nous, on vous recontactera sans problème. Voilà. Et vous pouvez, pardon, vous pouvez laisser du coup toutes vos questions dans la petite session Q&R, donc pour laisser vos questions et qu'on y réponde à la fin. Et bah Lydia, on peut partir tout de suite avec une petite présentation de la Tanzanie. Je te laisse commencer. C'est parti. Donc la Tanzanie, très joli pays situé en Afrique de l'Est, dont la capitale c'est Dodoma. Donc au niveau des langues officielles, c'est le swahili tanzanien. Voilà, mais l'anglais aussi, enfin essentiellement l'anglais parce que tout le monde parle anglais en Tanzanie et notamment notre équipe locale sur place. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Pas de vaccin obligatoire. Par contre, on vous recommande fortement de faire la fièvre jaune, d'autant que lorsque vous arrivez à l'aéroport à Kilimandjaro, on vous demandera très certainement votre carnet de vaccination. Sauf si vous avez de la chance et qu'on ne vous le demande pas, mais voilà, essentiellement c'est demandé. La monnaie locale, c'est le shilling tanzanien. Tout est cependant réglable en euros et en dollars, à l'exception de vieilles coupures de dollars. Donc, bien avoir sur vous. Ah, on a perdu Lydia, il me semble. Bon, bah, c'est les aléas du direct et des connexions qui peuvent parfois ne pas trop marcher. Donc, elle disait qu'il fallait bien avoir des dollars sur soi. Il me semble que moi, quand je suis partie, oui, j'avais des dollars en petites coupures que j'avais retirés dans un guichet avant de partir. Je ne sais pas toi pour Kalani. Est-ce Et que moi, vous je m'entendez vous... Oui, on t'entend, Lydia. bien? Oui, là, tu es de retour. Ah, pardon, ça a coupé. Oui, Du coup, je répète ce que je disais ou pas? Ou on enchaîne? on a fini par rapport au dollar, on était sur le fait que tu recommandais des petites coupures, c'est ça? Oui, c'est ça. Je recommandais des petites coupures et ouais, donc des petites coupures, récentes, qui datent de moins de 10 ans et vous avez donc l'opportunité soit de l'aéroport, soit de faire du change en France dans l'idéal, avant d'être à l'aéroport pour éviter les commissions importantes des bureaux de change. Voilà, donc ça c'est sur la monnaie. On peut parler de la saison idéale pour faire l'ascension du Kilimandjaro, que ce soit l'ascension du Kilimandjaro ou même les safaris derrière ou même pour aller à Zanzibar. Dans l'idéal, il faut privilégier la saison sèche et de toute façon, nous, en tout cas chez Atalante, on n'aura pas de départ pendant la saison. Donc saison sèche, veut dire de novembre à décembre et non pardon, de janvier à février et de juin à octobre. Heu, voilà, Et je pense qu'on a à peu près fait le tour. ouais, après, pendant la saison sèche, parfois ça peut arriver quand même qu'il y ait un peu de pluie en montagne. On n'est pas dans la savane. Enfin, je sais pas vous. Est-ce que vous avez eu des pluies durant votre ascension? Ouais, moi, j'ai eu à peu près une averse par jour qui durait généralement une petite demi-heure et ça passait assez vite, hein. La météo, elle est assez changeante, mais globalement, il fait beau en saison sèche. Mais voilà, quelques pluies qui peuvent arriver dans la journée, généralement en fin d'après-midi pour moi. Et toi, Lydia? Moi, j'avais des nuages un peu bas, mais on n'a jamais eu de pluie, donc ouais, donc globalement, ça s'est plutôt très bien passé. On n'a pas eu besoin de sortir notre Gore-Tex. Top, en tout cas, donc c'est vraiment la bonne période. Est-ce que tu voulais rajouter des choses sur la carte d'identité de la Tanzanie? Non, je pense qu'on a fait le tour. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et puis
à mesure, enfin plutôt en fin de présentation. Et on y reviendra à la fin. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des petites questions auxquelles, nous, on n'a pas pensé, là tout Si, de suite. il y a peut-être une chose que je voudrais rajouter, c'est au niveau du passeport, bien faire attention à ce qu'il soit valable 6 mois après la date de retour et le visa. Il y a un visa obligatoire pour la Tanzanie qui est réglé sur place directement, soit réglé sur place, soit à faire en amont, sur le site internet officiel, du gouvernement et qui coûte environ 50 $, l'équivalent de 50 $, 50 €. OK, super et ben, merci pour toutes, ces informations pratiques, pour, partir faire le Kilimandjaro. Maintenant, on va passer, plutôt, à l'expérience, de l'ascension et aux conseils que Lydia et Kalani pourront vous donner, pour que tout se passe, au mieux durant cette ascension et que vous arriviez au sommet. Et donc, la première chose qui est ressortie de suite, pour, cette petite présentation, c'est le mot, polé-polé. C'est vrai qu'on l'entend vraiment très souvent, durant notre voyage. Pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie? Polé, polé, tranquillement, tout doucement. C'est ouais, c'est moi qui ai fait remonter ça avant tout parce qu'en fait, autant, autant l'ascension du Kilimandjaro, elle se prépare physiquement, autant c'est super de faire des super bonnes perfs, en course à pied ou quoi que ce soit, mais autant pour le coup, le jour de l'ascension, faut y aller tranquille, c'est pas la peine de courir et de toute façon, vos guides vous le diront une fois sur place et dès le début. Même si on a tendance à vouloir, marcher vite, rien ne sert de courir. Autant vraiment prendre son temps, et bah, ça vous permettra en fait tout simplement d'avoir la meilleure acclimatation possible et optimale et réussir en fait l'ascension finale. Hem, voilà, si vous voulez, bah, courir, OK, mais vous serez très vite stoppé en fait par l'équipe encadrante qui vous dira, voilà, de contempler les paysages, de prendre son temps. Heu, Ça sert à rien d'être le premier arrivé. Le but, c'est que vous réussissiez cette ascension et pas que vous soyez fatigué, dès que vous passez la barre des 3 500 mètres d'altitude. D'où l'expression polé-polé que vous entendrez à peu près tous les jours de la part de nos guides. Voilà. Oui, exactement, le polé-polé, pour le coup, on le commence, dès la première journée, comme ça, on s'habitue, directement au rythme de marche, et on n'a pas le choix et ça nous aide bien pour, la suite, de l'ascension. Évidemment, donc un rythme de marche tranquille, c'est, important. C'est, une des bases, de la réussite, pour arriver au sommet. Mais, il y a aussi tout ce qui est équipement et préparation physique avant de débuter, l'ascension. Donc, sa valise, on l'a réfléchie et on s'entraîne, un petit peu avant. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Kalani? Quels sont tes conseils, en tout cas, pour, tout ça? Ouais, bien sûr. En fait, ce qui est intéressant du coup avec le Kilimandjaro, c'est qu'on va partir de la forêt tropicale tout en bas où il fait presque 30 degrés, pour arriver au sommet où il peut faire -15 avec de la neige. Donc c'est vrai que l'équipement, on est un peu perdu au moment de faire sa valise. Donc il faut prévoir un petit peu de tout. Il faut prévoir des shorts et des t-shirts pour les premiers jours quand vous serez dans la forêt tropicale et des petites baskets et vous allez finir du coup au sommet vraiment, en habit de ski plus ou moins, avec, le système 3 couches, sous pull, une polaire et idéalement une grosse veste Gore-Tex et donc voilà, au niveau de l'équipement, prévoir un petit peu tout ce que vous prendriez pour le ski, un tour de cou, des moufles imperméables. Au niveau des chaussures, je vous conseille des baskets pour les premiers jours, baskets type trail pour les premiers jours et ensuite plutôt des chaussures de randonnée un petit peu montantes pour le sommet, en se rapprochant du sommet et surtout bien qu'elles soient imperméables pour éviter de devoir les faire sécher, tous les soirs et sinon au niveau de l'équipement, en fait, ce qui est bien, c'est que vous avez uniquement à prévoir vos vêtements et votre duvet, que vous pouvez louer sur place sinon, mais tout le reste, on s'en occupe nous. On prévoit les tentes, les matelas, les chaises, les tables, tout ça, c'est nous qui nous en occupons. Donc vous, c'est vraiment, voilà, uniquement, il faut que vous prévoyez vos vêtements à vous. Et sinon, pour la condition physique, bah, c'est vrai que pour le Kilimandjaro, ce qu'il faut, c'est pouvoir marcher, 5-6 jours de suite, 1 000 mètres de dénivelé positif par jour et marcher environ 5-6 heures par jour. C'est voilà, c'est la norme,
pour arriver au sommet. Mais voilà, au final, c'est quelque chose qui est pas non plus très très intensif, hein. Comme disait Lydia juste avant, épaulé, donc voilà, chacun a son rythme. Et donc les distances sont pas très très longues entre chaque camp. Donc voilà, il n'y a pas de souci au niveau de la condition physique. Si vous êtes habitué aux randonnées dans les Alpes, il n'y a pas de souci. Ok, Ouais. super, merci beaucoup Kalani. Est-ce que tu as des petits tips à donner aussi, Lydia, sur l'équipement ou une petite préparation avant le Kilimandjaro? Oui, si j'avais juste quelque chose à ajouter, c'est qu'il faut pas oublier qu'il y a rien de difficile, en fait. Il y a pas de difficulté technique, le terrain est pas compliqué. Si vous avez l'habitude de faire de la randonnée, enfin, c'est ce que disait Kalani juste avant, en fait, si vous marchez un peu dans les Alpes, dans les Pyrénées ou alors, au milieu des Vosges, enfin, si les Vosges, ça va encore, mais dans la Creuse, c'est peut-être un peu plat. Mais voilà, si vous êtes habitué un peu à nos montagnes en France, il y a vraiment rien de compliqué. Et après au niveau de l'équipement grand froid, moi si j'avais peut-être une petite recommandation qui m'a été fort utile lors de mon ascension, c'était, des chaufferettes, qu'une des personnes de mon groupe m'a prêté et que j'ai pu mettre en fait à l'intérieur entre ma main et les gants et pareil entre mes pieds, enfin entre les chaussettes et la chaussure, qui va vraiment apporter une touche de chaleur supplémentaire. Voilà, pour ceux qui sont, un peu plus frileux que d'autres, comme moi, par exemple. Voilà. Oui, je te rejoins tout à fait. En réalité, le fait d'avoir chaud, ça aide quand même grandement à arriver au sommet et à le rendre moins difficile qu'il ne l'est en tout cas. Et donc, un bon équipement, un petit entraînement physique avant le Kilimandjaro, c'est des composantes qui sont vraiment importantes pour réussir à arriver au sommet. Et l'une des composantes principales, je pense qu'on peut tous être d'accord, en tout cas tous les trois qui l'avons fait, c'est vraiment notre équipe locale sur place. Sans eux, on n'arriverait pas en haut. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Lydia? Qu'est-ce que tu as ressenti en tout cas avec eux quand tu étais sur place, toi? Mais ils sont géniaux, hein, ils chantent, ils dansent, ils cuisinent super bien, ils ont toujours le sourire, ils vous diront toute la journée: «Polé, polé, prenez votre temps». Voilà, vos guides, en fait, ils vous parleront des paysages environnants, donc ils sont vraiment hyper présents. Ils suivent votre état de santé, donc ils mesurent à l'aide d'un oxymètre, votre pression et votre taux en saturation, pardon. Ouais, votre saturation. Ouais, Et c'est même notre ça rythme cardiaque aussi un peu, ouais. et même le rythme cardiaque et c'est eux, en fait, qui pourront vous dire si oui ou non vous êtes apte à continuer, l'ascension et à monter davantage en altitude. Donc voilà, ils vous poseront des questions aussi assez régulièrement. Est-ce que ça va? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Est-ce que vous avez mal à la tête? Ils ont vraiment la clé de tout. C'est même eux qui vont vous dire comment est-ce que vous pouvez prendre ou non un traitement Diamox, hem, qui peut vous permettre de mieux réussir ou non enfin et mieux apprivoiser le mal des montagnes. Donc voilà, c'est vraiment un soutien essentiel, et heureusement qu'ils sont là. Après voilà, tout dépendra en fait de la taille de votre groupe au final. Donc moi je repense à mon ascension, on était 11 personnes. On avait à peu près, enfin c'était pas ouais, on avait 36 porteurs et 5 guides. Donc c'est en moyenne 2 porteurs par personne et pour un groupe de 10-11 personnes, c'est 5 guides en tout. Donc vous avez toujours un guide francophone et puis vous avez des assistants guides qui, eux, sont plutôt anglophones. Voilà. Ouais, Kalini, est-ce que tu veux rajouter sur quelque chose sur que tu as vécu durant l'ascension avec, l'équipe ou ce genre de choses? Bah, moi, ce qui m'a marqué, c'est surtout vraiment la bonne humeur de l'équipe tout le temps, des guides, mais aussi de tous les porteurs, parce qu'il y a beaucoup de porteurs qui accompagnent les groupes. Et en fait, tous les soirs, on se retrouve tous ensemble du coup au camp, et vraiment, tout le monde est mélangé, et ça met vraiment une très très bonne ambiance sur le camp et sur les journées de marche aussi, parce qu'on les croise tout le temps. Donc, en fait, ça, ouais, ça fait une grande famille qui monte au sommet tous ensemble, et c'est vraiment une expérience de partage et des rencontres ouais, qui sont vraiment incroyables. Donc, ouais, c'est vraiment super d'avoir une équipe locale comme celle-ci. Oui, je les rejoins, vraiment et fois 1000, sur ce qu'ils ont dit.
Je pense que je serais jamais arrivée au sommet, en tout cas personnellement, s'ils n'avaient pas été là. Et même à la redescente, donc on passe beaucoup de temps avec nos guides, évidemment, mais même les porteurs, ils sont là et quand on redescend et qu'on a atteint le sommet, ils sont heureux pour nous et ils nous accueillent comme si on était des champions. Enfin, c'est assez incroyable de vivre tout ça avec eux. Et pour le coup, ils sont, enfin voilà, ils amènent quelque chose réellement à cette ascension. Et donc, si on continue sur un peu qu'est-ce qui nous permet d'atteindre ce sommet, il y a un autre point qui est assez crucial, notamment pour toi, Lydia, qui est le mental. C'est vraiment hyper important. Tu as dû C'est hyper peut-être en avoir besoin pour ton ascension. Oui, bah, surtout l'ascension finale, hein, parce que vous dormez pas, en fait, très clairement. Enfin, vous dormez 2 heures et puis vous partez à 23 heures, donc à 11 heures du soir, hein, et vous marchez toute la nuit. Toute la nuit dans le froid. Toute la nuit dans le froid, donc ça peut être dur et honnêtement, ce jour-là et c'est pour ça qu'en fait, c'est pour moi un point essentiel, c'est que c'est plus tant une question de condition physique, c'est vraiment tout ce qui peut se passer et traverser dans votre tête. C'est un trait qui est exigeant, qui pousse à se surpasser comme elle l'a bien précisé. Hem Ouais, en fait, c'est plus une question de marche ou voilà de sport ou de corps, enfin même si ça l'est en grande partie, mais voilà, c'est essentiellement le mental et c'est ce qui vous fera arriver au bout, entre l'équipe locale, la force de votre team aussi qui vous traînera vraiment jusqu'au bout. Moi, enfin, si je peux parler de mon expérience personnelle, j'en ai vraiment pleuré le dernier jour, mais vraiment ça a été très, très dur. Mais je l'ai réussi et ça je le dois, bah, grâce à notre équipe locale, grâce à nos guides, grâce au groupe avec lequel j'étais. Et voilà, on arrive au bout de cette journée ultime, à 6h30 du matin quand on arrive à Stella Point et que, on commence à voir les premières lueurs du soleil levant. Enfin, c'est juste magnifique et voilà. Oui, Je sais pas si toi, c'est Kalani, tu as quelque chose à dire à ce sujet, mais Sur le mental, oui, bah, c'est sûr que c'est vraiment au moment de l'ascension finale, hein, que c'est là le point un petit peu où le mental est le plus important et mmh, c'est là aussi qu'on se rend compte que le fait de faire partie d'un groupe, c'est hyper important parce que c'est vraiment tous les voyageurs avec qui on aura discuté pendant 5 jours avant, qui vont nous permettre de continuer à avancer, pendant l'ascension finale et de les avoir autour, en fait, jusqu'au sommet. C'est ça qui fait qu'on arrive, pour la plupart de nos groupes tous ensemble, au sommet. Donc voilà, le mental et l'esprit d'équipe. oui, tout à fait d'accord avec vous. À noter quand même qu'il me semble qu'on est à 90 de taux de réussite, de personnes qui atteignent, le Kilimandjaro avec nous, que c'est quand même très beau et il y en a beaucoup qui le montent au final. Donc on a dit forcément le mental c'est hyper important, notre équipe locale, mais si, on parle un peu de douceur, la nourriture c'est quand même un peu un pilier, que ce soit lors, de l'ascension du Kilimandjaro, mais globalement, des treks en général, ça fait toujours plaisir et ça remet un peu, de baume au cœur. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Kalani, sur, l'alimentation qu'on peut avoir sur le Kilimandjaro? Et bah, la nourriture au Kilimandjaro, c'est incroyable. Moi, je m'attendais vraiment à manger de la nourriture lyophilisée ou alors des sandwichs. Au final, on mange des repas chauds, à tous les repas. C'est super bon. Ils ont une petite tente cuisine, et voilà, ils passent 1 heure et demie à cuisiner, tous les soirs et on peut aller cuisiner un peu avec eux, c'est super. Et ils nous sortent des plats qui sont vraiment superbes, tous les jours, alors qu'on a l'impression qu'ils ont pas grand-chose, comme aliment pour cuisiner et c'est tous les jours, c'est différent, c'est super. Et il y en a pour, tous les goûts. Il y a des régimes végétariens si vous en avez besoin, il y a de tout. Même le matin, ils nous font des crêpes tous les matins, il y a du café, du thé, du Nutella, il y a vraiment tout ce qu'il faut donc ouais, non, non, c'est vraiment super la nourriture, on mange très, très bien au Kilimandjaro. Et et en plus, les repas, on est tous ensemble, dans une tente collective donc voilà, c'est souvent le repas du midi, on le fait souvent après la journée de marche. Donc on arrive tous ensemble au camp suivant et là, il y a le repas qui nous attend et on peut, voilà, déjà parler un petit peu de la journée, qui vient de se passer et faire le débrief tous ensemble donc voilà, moment très convivial, super, voilà, super important
pour l'ascension. Oui, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Lydia, peut-être à ce sujet, où il a tout dit? Non, il a tout dit. Ça commence par la traditionnelle soupe et puis après, on a toujours un plat un peu plus consistant. Donc ça va du riz accompagné de légumes aux pâtes bolo. Enfin voilà, il y a vraiment de tout. Et puis c'est vrai que le matin, avoir des crêpes à 4 800 mètres d'altitude, c'est royal, quoi. Il y a, Mmh. il y a pas photo. Le retour à la maison, après, il est assez dur quand on n'arrive pas à faire des choses, aussi bien alors qu'on a tout sous la main quand même, hein. Mmh. Hem, on n'en a pas encore parlé, mais je pense que c'est quand même hyper important étant donné que c'est un trek, en haute altitude, c'est, le mal des montagnes. Donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous en avez souffert? Enfin voilà, comment ça s'est passé pour vous, votre ascension au niveau de ça? Kalani, si tu veux commencer. Alors, ouais, avec plaisir. Donc, le mal des montagnes, déjà, c'est quelque chose qui peut frapper n'importe qui. Voilà, on est tous égaux face au mal des montagnes. C'est quelque chose qui se produit quand on a un manque d'oxygène. Donc, voilà, plus on va monter en altitude et plus on a des chances d'être exposé au mal des montagnes. Ça peut être des symptômes assez légers, ça peut être simplement des migraines ou des vomissements, et ça peut aller jusqu'à des choses beaucoup plus graves, des œdèmes cérébraux ou pulmonaires. Donc, c'est quelque chose qu'il faut pas du tout prendre à la légère, c'est très important. Et c'est vrai que nos guides, ils sont super là-dessus parce qu'ils ont l'habitude, donc ils sauront vraiment gérer en fait toutes les situations et ils sauront vous accompagner s'il y a des symptômes qui apparaissent. Ce qui est super, c'est qu'on a pas mal de guides en fait qui nous accompagnent pendant l'ascension. Donc si quelqu'un se sent mal, on a la possibilité de le faire redescendre sans mettre en péril la continuation pour le reste du groupe. Donc ça c'est vraiment super. Et sinon, pour s'en prémunir, voilà, marcher doucement, prendre le temps justement de s'acclimater, bien boire, bien manger, bien dormir si on peut. Et voilà, c'est vraiment les seules choses qu'on peut faire. Et sinon, nous, on a quand même un médicament qui fonctionne pas trop mal sur place, qui s'appelle le Diamox. Vous pouvez en parler à votre médecin généraliste pour qu'il vous dise un petit peu son avis, mais c'est quelque chose qui fonctionne assez bien pour nous sur place. Donc voilà, c'est à peu près tout. Lydia, si tu as des choses à rajouter sur le mal des montagnes. Ouais, j'ajouterais que le Kilimandjaro, en fait, c'est une montagne, c'est-à-dire que c'est pas on passe pas de col en col, donc il y a pas nécessité d'avoir de caisson hyperbar. C'est ce que je sais plus si tu en parlais ou pas, Kalani, juste avant, en fait, mais vu que c'est une montagne qui se grimpe et qui se redescend très facilement, si jamais vous ressentez vraiment des grosses douleurs et que le guide, voilà, le sent aussi, bah, vous redescendez avec un des assistants guides. À savoir que l'ascension finale, les porteurs ne vous suivront pas parce qu'ils resteront au camp de base, qui est à 4 800 mètres, puisque le jour de l'ascension finale, la redescente, vous repassez par le même camp avant de terminer par une autre boucle. Donc les porteurs, eux, resteront là et vous aurez donc que le guide et les assistants guides. Heu, Ils sont équipés d'une bouteille d'oxygène s'il y a besoin. Ils prennent voilà ils suivent en fait vos conditions de santé tous les soirs et tous les matins en vous posant des questions, en utilisant, oxymètre et un oxymètre notamment. Voilà, après, c'est vraiment enfin, ça rejoint un peu ce qu'on disait au début, hein, faut y aller doucement, polé, polé et puis il y a pas de raison que ça se passe mal. Après ça peut arriver, mais voilà. Ouais, en tout cas, si, on voit que enfin, si les guides voient que c'est, trop dangereux pour vous et que c'est pas possible, ils vous feront redescendre, directement. Mmh. On vous mettra pas, en danger, loin de là. Hem, pour ceux qui sont lyonnais, au cas où, ou qui sont à Lyon en tout cas, du, 21 mars au 23 mars, c'est ça? Le dimanche, il enfin, alors sur ces 3 jours, il y a le salon du randonneur à Lyon et au cas où, si ça vous intéresse et que vous voulez en savoir un peu plus sur, le mal des montagnes, on a une conférence, le dimanche 23 mars à 15h45 sur, le mal des montagnes, accompagné d'un médecin qui est spécialiste dans tout ce qui est, haute altitude. Donc, lui, il présentera un peu, ses travaux, sur ce qu'il a fait, enfin sur ce qu'il fait actuellement, mais il répondra aussi un peu, à toutes les questions qu'on peut avoir, quand on est en altitude, voilà, genre, bah, par exemple, le mal des montagnes, pourquoi j'ai mal à la tête, pourquoi on me dit qu'il faut beaucoup boire et cetera. Donc si ça vous intéresse, hésitez pas,
réserver cette petite date sur votre agenda et à nous retrouver le dimanche 23 à 15h45 pour le salon du randonneur. Voilà, c'était juste une petite pause dans cette visio pour le salon du randonneur pour les Lyonnais qui sont de passage. Vous en avez déjà parlé pas mal avant, mais une des composantes qui est vraiment hyper importante, en tout cas pour vous, durant votre ascension, ça a été le petit groupe. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé, en tout cas, durant cette ascension avec le groupe avec lequel vous étiez? Bah, c'est des moments forts en fait. C'est vrai que nous, chez Atalante, on privilégie le petit groupe d'une manière générale sur tous nos voyages, hein. Là, sur l'ascension du Kilimandjaro, on se limite sur des groupes de 12 personnes, ce qui peut déjà paraître beaucoup, mais ça l'est pas tant que ça. Heu, c'est incroyable en fait. On est tous, on est tous là les uns pour les autres en tout cas. Donc si jamais, quelqu'un a besoin, d'un petit pansement, d'un aspirine, d'une chaufferette pour se réchauffer, bah, voilà, c'est l'avantage d'être en petit groupe et de ne pas être seul ou en tout cas à 2 qu'avec ses guides, hein. Ils vous aident à surmonter les défis avec succès, ça c'est vrai et puis surtout ils sont là à votre arrivée, sur place quand vous faites le sommet, bah, c'est des grands moments, enfin c'est des grands moments de non solitude en tout cas parce que, bah, voilà, on se fait des câlins, on se prend dans les bras, félicitations, c'est des petits moments qui réchauffent le cœur et qui nous permettent de nous rappeler de cette ascension qui était quand même vachement, vachement difficile. Donc donc voilà et puis, bah, pour tous ces moments, en fait, qu'on partage ensemble tous les soirs, tous les matins, pendant la marche. Alors c'est vrai que pendant la marche, on n'a pas forcément trop le temps de discuter et pas non plus le souffle de discuter, en tout cas surtout pour l'ascension finale. Enfin moi, pour ma part, ça a été un peu je pouvais pas parler, en fait, le jour de l'ascension, très clairement. J'étais plus concentrée, en fait, sur mes pas que tout le reste. Mais voilà, une fois qu'on arrive là-haut, c'est des moments qui sont forts et riches en émotions. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce dont je me souviens de mon ascension. J'avais d'autant plus la chance de le faire avec avec l'une de mes collègues de l'époque. Donc on se connaissait plutôt bien et c'est vrai que c'est 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 incroyable, en fait, de pouvoir partager ça, avec des gens qu'on connaît et même ceux qu'on connaît pas puisqu'on apprend à les connaître au fil des jours et c'est ça qui est fabuleux. Oui. Kalani, tu es plutôt d'accord avec Lydia, j'ai l'impression? Ouais, très d'accord. Bah oui, ce qui est impressionnant, c'est qu'on arrive le premier jour, on connaît personne, on rencontre le groupe, on fait connaissance, et au bout d'une semaine, à la fin de l'ascension, on a l'impression de quitter les membres de sa famille. Moi, ça fait 1 an que j'ai fait le Kilimandjaro et je suis toujours en contact avec les personnes qui ont gravi ce sommet avec moi. Donc, ouais, c'est très, très riche en émotions et ça soude des liens très, très forts très rapidement. Donc, ouais, je recommande à tout le monde cette aventure en groupe, c'est vraiment génial. Ouais. Ouais, je vous rejoins, vraiment, énormément sur tout ça. Moi, j'ai eu la chance de le faire avec, mon conjoint, mais on était avec un groupe et je pense que ça a rendu, cette aventure encore plus, magique, d'être, avec, bah, tous ces inconnus qui, en une semaine, deviennent un peu, ta famille. Donc, c'est vraiment, enfin, c'est le petit plus, je trouve, de faire le Kilimandjaro, c'est de le faire, en petit groupe, en tout cas. Heu, on peut profiter, donc de son groupe et on peut profiter des couchers de soleil tous ensemble. Je ne sais pas si, tu veux nous parler un peu de ces paysages, Kalani ou, voilà, des nuits en tout cas, qu'on peut passer, sur l'ascension, lors de l'ascension du Kilimandjaro? Ouais, mais c'est vrai que les couchers de soleil, c'est quelque chose qui va ponctuer vraiment l'ascension du 1er jour jusqu'au sommet. En fait, nous, les 2 voies qu'on privilégie pour le Kilimandjaro avec Atalante, c'est plutôt la voie Machamé et la voie Les Mochos, celles qu'on vend le plus souvent, et qui sont réputées être les voies les plus jolies. Et en fait, ces 2 voies-là, elles vont gravir le Kilimandjaro, plutôt, du côté ouest, du massif. Donc, ça veut dire que tous les soirs, on a la vue sur le coucher de soleil, parce qu'on a du bon côté par rapport à la montagne. Donc, voilà, on arrive au campement, on mange, on se repose un peu et ensuite il y a le coucher de soleil le soir avec des couleurs, incroyables. Et voilà, donc tout le groupe, s'assoit tous ensemble devant le coucher de soleil. Donc, c'est des moments, voilà, de calme, entre les randonnées qui font beaucoup de bien. Merci Kalani et donc ça, c'est des petits moments super, durant l'ascension, mais on va pas se mentir, l'apothéose, c'est quand même l'ascension finale.
qu'est-ce que vous avez vécu? Comment ça s'est passé pour vous? Quelles émotions vous avez ressenties? Je vous laisse nous décrire un peu ce jour mythique de ce trek. Bah, je pense que moi, je l'ai raconté un peu avant, en fait. C'est dur. C'est dur. Tout est au mental. J'avais envie de faire demi-tour au bout de 2 heures, en démarrant à 23 heures. À 1 heure du matin, j'avais l'impression qu'on arrivait au bout, mais c'était que le début. Heu, je remercie infiniment Johanna qui était avec moi, qui m'a beaucoup aidée, le guide, notre guide et un des assistants guides qui m'a beaucoup soutenue, sur toute la fin, en fait, de mon ascension. Heu, après voilà, une fois qu'on arrive là-haut, bah, on oublie tout, il fait juste froid, mais on oublie qu'on a froid. Heu, c'est magnifique, enfin, c'est des moments qui sont incroyables et forts en émotion. Ça va, si on oublie tout alors, pour après, tout va bien. Ouais. Et toi, Kalani, comment tu l'as vécu? Moi, je l'ai assez bien vécu. J'ai pu vraiment en profiter parce que je m'attendais à souffrir énormément et au final, ça s'est assez bien passé et j'ai pu vraiment justement profiter de cette nuit à marcher sous les étoiles où il y a vraiment aucune, pollution lumineuse. C'est magnifique et surtout, voilà, on arrive au sommet, le jour se lève et on est sur un paradis blanc, qui est complètement fou par rapport à ce qu'on a vu les 5 jours précédents. Donc on arrive vraiment dans un autre monde, il y a un lever de soleil qui est un des plus beaux de ma vie, c'est sûr. Donc ouais, ouais, c'est vraiment une autre planète quand on arrive là-haut. Heu, voilà, c'est magique, j'ai l'impression que c'est un ouais, c'est comme sur un nuage, c'est un petit rêve et après on redescend doucement donc c'est super. Je pense que vous avez Spectaculaire. super, bien résumé, cette journée, enfin cette ascension finale en tout cas. Je vous rejoins, totalement sur ça. Et donc, juste si on peut reparler peut-être de cette journée, de la redescente qui est aussi un peu longue. Comment ça se passe, à ce moment-là, une fois qu'on est arrivé au sommet? Je sais pas si Lydia, tu veux Oui, oui, expliquer je un peux en peu plus parler, derrière? Ouais. et ben, la même journée, on descend du coup presque 2 800 mètres d'altitude d'un coup, séparés en 2 en faisant une petite sieste à mi-chemin. Mais voilà, donc on arrive au sommet, on reste pas très, très longtemps au sommet parce que, ben, on est quand même très haut en altitude, donc on va pas s'éterniser à presque 6 000 mètres. On fait quelques photos, des photos de groupe, des photos individuelles si on en veut, voilà. On reste environ entre 30 minutes et je dirais grand maximum 1 heure, mais c'est vraiment le grand maximum et après on commence la redescente. Redescente, bah, qui commence par alors moi c'était un terrain plutôt oui, bah, de toute façon c'est généralement comme ça tout le temps. Enfin il y a un peu de neige aussi, d'après l'expérience de Kalani. Moi je savais que j'avais pas eu de neige, mais voilà, il y a pas mal de sable au début, puis après c'est très, très caillouteux, donc faut s'accrocher jusqu'à ce qu'on arrive au camp, donc d'abord le camp de base, là où on va prendre un déjeuner, qui nous attend. Puis ensuite on fait une petite sieste sur 2 3 heures, hein, et après on continue la descente et on arrive au deuxième camp du coup de la journée, aux alentours de 16 17 heures. Donc c'est une très, très longue journée, sachant qu'on n'a pas vraiment dormi la veille, hein, donc faut être préparé, voilà, faut être préparé mentalement aussi pour la descente. En tout, voilà, en tout cas, par la voie Marchamé, l'ascension se fait en 5 jours et demi et 1 jour et demi de descente. Après, donc il y a différentes voies possibles, hein, et différentes, compositions, envisageables, mais voilà, c'est ce qu'il faut compter en moyenne. Top, merci pour, ces dernières petites infos. Donc vous l'aurez compris, une fois l'ascension faite, c'est pas encore totalement fini parce qu'il faut tout redescendre quand même et assez rapidement globalement. Mais, une fois que vous avez relevé votre défi sportif, que vous avez atteint le sommet du Kilimandjaro, on a 2 petits bonus, enfin voilà, autant que vous êtes en Tanzanie, autant profiter des autres avantages qu'il peut y avoir autour et se reposer et profiter aussi, par exemple, d'un safari. C'est une expérience qui est assez incroyable et bon, bah, ça se fait aussi en Tanzanie, donc autant en profiter. Kalani, peut-être que tu as une petite anecdote à nous raconter et des choses à nous partager sur ton safari que tu as vécu? Ouais, bien sûr. Alors déjà pour le safari, nous on propose 2 formules, hein. Une formule, en lodge et une formule en tente. Donc voilà, lodge plus confortable après le Kilimandjaro si vous voulez un peu plus de confort, c'est vrai que c'est sympa.
Et sinon, la formule en tente, si vous voulez poursuivre vraiment l'aventure jusqu'au bout, elle a l'avantage d'aller explorer le Serengeti. Et c'est vrai que c'est quand même un parc qui est peut-être le plus incontournable en Tanzanie. Après, voilà, il faut s'attendre du coup à des nuits en campement. C'est quelque chose qui est un peu plus, voilà, qui reste dans la lignée du Kilimandjaro. C'est un peu moins confort. Mais voilà, le parc du Serengeti, il faut savoir que le campement se situe en plein cœur du parc, avec aucune délimitation avec les animaux. Donc vous dormez vraiment au milieu de la faune. Il peut y avoir un petit peu toutes sortes d'animaux qui traversent le camp. Moi, c'est vrai que j'ai eu la chance enfin, la chance, oui, d'avoir une attaque de lion sur un buffle à côté des tentes. Donc voilà, c'est quelque chose qui se vit qu'une seule fois dans sa vie. C'est quelque chose de fou parce que on est plongé en plein cœur du monde animal et on se rend compte que, bah, que l'humain, c'est pas grand-chose et qui est dans une tente, bah voilà, c'est un peu effrayant, mais voilà, c'est des aventures qui sont incroyables et vous avez des zèbres qui traversent le camp, des antilopes, il y a plein de choses, des singes, voilà, donc c'est magique. Vous êtes au milieu de tout et en immersion totale, donc voilà, c'est vraiment génial. Top. Et toi, Lydia, est-ce que tu as un parc que tu as préféré durant ton safari? Moi, c'est le Tarangire parce que j'ai pas eu la chance de faire le Serengeti, mais par contre, j'étais en version confort et du coup, je suis passée par Ngorongoro, Manyara et Tarangire. Moi, j'ai adoré le Tarangire. En fait, il faut savoir que je suis émerveillée juste par une girafe et un zèbre. Donc, voir un zèbre et une girafe en train de boire de l'eau, dans un petit plan d'eau, je trouve ça incroyable. C'est absolument magnifique. Hem Donc voilà, puis, bah, c'est vrai que pendant nos safaris, on a de la chance d'avoir des véhicules vraiment adaptés à ça, donc on peut être debout, sur les sièges, avec le toit ouvrant et profiter vraiment du spectacle pendant toute la journée, donc c'est majestueux. Voilà, moi j'ai adoré le Tarangire. Top, en tout cas, c'est des expériences qui sont incroyables à vivre. Et une petite dernière, tant qu'on n'est pas trop loin, de la Tanzanie, c'est un peu un bonus. Vous y êtes partis tous les 2, c'est Zanzibar. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? En tout cas pour, finir, un voyage, Kilimandjaro, safari, Zanzibar, ça semble être, l'idéal. Ouais, exactement. Bah, Zanzibar, c'est sûr que vous pouvez finir sur quelque chose de balnéaire, quelque chose de voilà très confortable. On se détend, on se relaxe sur la plage avec des beaux lagons bleu turquoise. C'est vraiment le rêve. En plus, c'est une île qui est quand même assez préservée. Il y a pas encore trop de tourisme de masse, donc ça reste très sauvage. Nous, on propose surtout la côte est ou alors le nord. Voilà, c'est 2 ambiances différentes. La côte est, pour moi, c'est celle qui me paraît le plus sauvage avec les plus beaux paysages. Et sinon, sur l'île, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a une forêt avec des singes en plein cœur de l'île. Vous pouvez oui, goûter les épices avec les fruits. Il y a des, des petits stands avec des guides qui vous accompagnent au cœur de la forêt, vous faire goûter les épices et les fruits locaux. Donc, c'est génial. Et vous pouvez visiter aussi Stone Town, qui est la capitale de Zanzibar. Ouais, voilà, il y a plein de petits marchés, il y a voilà, plein de petites choses qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir ailleurs. C'est une île assez originale. Il y a plein de choses. Ils ont par exemple en plein cœur de Stone Town, vous allez voir que toutes les mosquées et les synagogues sont côte à côte. Voilà, pour éviter les conflits, ils ont regroupé les différentes religions et c'est des choses qu'on trouve à Zanzibar, qu'on voit pas du tout ailleurs. Les femmes gagnent beaucoup mieux leur vie que les hommes là-bas parce qu'ils ont appris à cultiver les algues depuis toujours. Et donc voilà, c'est des schémas de société qu'on n'a pas l'habitude et voilà, c'était très très intéressant de découvrir tout ça. OK, ça donne vraiment envie d'y partir quand on t'entend parler. Tu veux rajouter une petite chose, Lydia, ou on est Non, bon bah, sur il a tout Zanzibar? dit, hein. Je pense qu'il a tout OK. dit. C'est vrai que c'est la petite pépite, fin de séjour pour se détendre. Top et ben, merci à tous les 2 en tout cas pour, cette présentation et ce partage d'expérience. On va passer aux questions. Il y en a eu quand même pas mal, donc on va essayer d'y répondre à toutes. On fait notre maximum et puis de toute façon, après on vous laisse nos coordonnées, si vous avez d'autres questions, donc hésitez pas,
à nous répondre, pardon. N'hésitez pas à nous les poser, on vous répondra forcément. Donc là, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, c'est maintenant, on fait notre max pour y répondre. J'ai vu une petite question concernant les duvets. Quelle température confort vous conseillez? Je sais que tu en as parlé un peu au début, Kalani. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, en tout cas sur le duvet? Ouais, donc duvet, c'est -20 confort, hein, qu'il vous faut pour Mmh, l'ascension. -20 mmh. degrés confort et il y a la possibilité de les louer sur place pour, 50 € ou 50 $. Ils sont superbes sur place, Mmh. ils sont neufs, ils sont en bon état donc voilà, ça peut vous éviter de trimballer le gros duvet dans l'avion, en le louant sur place donc moi j'ai pris cette option. Voilà. Lydia, si tu as quelque chose à rajouter sur le Oui, duvet? non, -20 confort. Moi, je sais que j'avais investi exprès, mais il y a la possibilité de louer. Ils ont des très, très bons duvets aussi sur place, et c'est 50 $ la semaine, donc c'est relativement raisonnable. Heu et pour le coup, ils tiennent, vraiment vraiment chaud. Donc mais oui, il faut bien viser du -20 degrés confort et puis, bah, prévoir en plus un drap de sac polaire ou en soie en fonction de vos préférences, mais c'est toujours, agréable pour apporter une petite couche de chaleur supplémentaire le soir. Top, bah, ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous. J'avais loué sur place, en tout cas moi, et ils sont parfaits. Une autre petite question sur comment s'organise une journée de rando? L'heure du lever, le départ, à quelle heure on arrive, enfin voilà, comment ça se passe en général? Kalani ou allez, Allez. comme ça. Alors le lever, généralement autour de 7 heures. On se lève pas très, très tôt forcément. On se lève, on va directement au petit déjeuner. Donc là, voilà, c'est les crêpes, c'est le café, c'est le chocolat chaud, il y a tout ce qu'il faut qui nous attend. On mange bien et ensuite on se prépare assez rapidement. Hem, on quitte le camp du coup avant les porteurs et c'est eux qui vont démonter le camp tranquillement ensuite. Donc là, on commence à marcher doucement. On marche généralement donc 5-6 heures par jour et la plupart du temps, on arrive au campement suivant avant le repas de midi. Donc on arrive généralement vers 13 heures et on arrive directement, on mange le repas de midi qui nous attend là-bas. Et ensuite, on a du coup, un petit temps de pause, après le repas, une petite sieste et généralement, on fait une petite promenade près du camp avec les guides qui vont nous montrer un peu la végétation autour du camp ou voilà, qui vont nous expliquer un petit peu, plein de choses sur le lieu et sur la Tanzanie. Et ensuite, le soir, on a une sorte de petit apéro où on peut jouer aux cartes avec les guides et avec, le reste du groupe et ensuite, le dîner tous ensemble. Et voilà, après on regarde un petit peu les étoiles et on va se coucher. Pour la toilette, et les douches, donc il y a pas grand chose. On met à disposition quand même de l'eau chaude. Voilà, donc on peut se laver avec l'eau chaude et sinon penser à prendre des lingettes. C'est vrai que c'est pas mal aussi, de faire sa petite toilette à la lingette dans la tente, c'est quelque chose qui se fait bien. Yes, merci. J'ai une question aussi sur les bagages. Quels bagages, prendre pendant le trek? Donc peut-être, la valise, globale, à quoi elle doit ressembler et le sac à dos, qu'est-ce que vous conseillez? Et j'ai aussi une question sur, le poids max, du bagage, qu'on peut prendre, pour, l'ascension. Si vous voulez, je peux y répondre. Donc pour le vol, vous avez le droit à 23 kilos qui sont répartis en 2 bagages possibles. Donc si vous voulez partir avec un bagage, revenir avec 2 bagages parce que vous avez envie de ramener plein de choses de là-bas, c'est tout à fait possible. Après pour l'ascension en elle-même, c'est 15 kilos par porteur maximum. Les bagages sont de toute façon portés à l'hôtel, au lodge, avant de démarrer votre ascension et avant de rencontrer les porteurs et les guides. Donc chaque bagage est pesé en conséquence. Si votre bagage fait 15,3 kilos, ça ne marche pas. Il faudra demander à votre voisin de porter quelque chose. Hem, voilà, c'est vraiment 15 kilos par porteur, parce qu'il faut savoir que les porteurs transportent aussi, bah, tout le reste, en l'occurrence les tentes, les tables, les chaises, le WC, enfin voilà, toutes ces choses-là. Moi, je conseille pas forcément un sac à dos type trekking, mais plutôt un sac type duffel bag qui soit étanche, et dans lesquels, vous compartimentez, en fait, vos affaires pareil dans des petits sacs étanches, il y a la marque Sea2 Summit qui est très bien et qui propose ce type de sac dans lesquels vous pouvez ranger vos affaires. Pas de sac plastique sur le Kilimandjaro parce que, donc dès que vous passez la barrière de contrôle à l'entrée du parc,
vos sacs sont vérifiés. Alors après, enfin, en tout cas pour ma part, ils n'ont pas tout fouillé le sac, mais voilà, il suffit qu'ils tombent sur un petit sac plastique dans lequel vous rangez vos médicaments, bah, vous pouvez potentiellement vous faire prendre, en tout cas à l'entrée du parc, ce sac plastique. Donc voilà, essentiel de ne pas mettre ça dans votre gros sac. Top, merci pour toutes ces précisions. J'en ai juste une petite dernière sur les bagages. Du coup, est-ce que c'est possible de laisser le gros bagage quelque part à l'ascension, enfin avant l'ascension? Bien sûr, vous pouvez toujours laisser votre gros bagage au lodge à l'entrée au départ, puisque de toute façon, vous dormirez dans le même lodge à votre retour. Donc, vous pouvez laisser des affaires là-bas. Il y en a qui poursuivent avec un safari justement ou qui vont à Zanzibar et qui n'ont pas forcément envie de prendre ces affaires-là et qui ne sont pas du tout nécessaires de toute façon pendant l'ascension. Donc voilà, vous pouvez laisser, des affaires. Par contre, bien prévoir ce sac en plus dans vos affaires dans lesquelles vous ou dans lequel vous laisserez vos affaires que vous laisserez à l'hôtel. L'hôtel ou nos équipes locales ne fournissent pas de sacs, supplémentaires pour ranger ces affaires-là. OK, top, merci. Voilà. Une autre, petite question, il y en a plein, donc j'essaye d'aller assez vite pour, pouvoir vous répondre un peu, à tous. Tu en as déjà parlé, Lydia, il me semble, mais quelle est la nature, des sentiers, pendant, l'ascension? Est-ce que c'est plutôt roulant, accidenté? Le dénivelé en moyenne dans les journées, qu'est-ce que ça représente un peu? Voilà. Alors ça va dépendre des journées. En moyenne, je dirais entre 800 et 1000 mètres de dénivelé. Surtout les 2 premiers jours. Après, dès que vous arrivez à 3 900 mètres, vous essayez enfin pendant 2 jours et afin de vous acclimater, vous restez à peu près à cette altitude-là, donc vous montez à 4006, vous redescendez à 3009, pas idem, vous montez à 4005, vous redescendez à 3009, avant de monter donc sur un camp où vous dormez vraiment à 4008. Donc voilà, terrain qui est vraiment pas technique du tout, c'est très caillouteux, donc il faut avoir des bonnes chaussures de marche. Je privilégierais plutôt des chaussures montantes à tige haute, que des chaussures basses de trail parce que vous serez pas à l'aise dedans et puis voilà, pour l'ascension finale, c'est quand même mieux. On n'est pas trop sur un terrain accidenté. Après, je sais pas ce que toi, Kalani, c'est peut-être plus récent pour toi, donc tu sauras peut-être plus en parler, je sais pas. Ouais, la plupart du temps, c'est quand même très roulant, il y a pas de souci. Il y a quelques petits Mmh. passages qui sont un petit peu plus accidentés, mais voilà, ça reste quand même, très praticable. Aucune notion d'alpinisme, nécessaire, donc voilà, ça Ouais. reste quand même de la marche à pied et c'est pas trop, trop technique, il y a pas de souci. La seule difficulté que j'aurais à rajouter, c'est peut-être le mur de Barranco où Mmh. vous faites un petit peu vous mettez un peu les mains sur la roche pour passer ce passage-là. Mais voilà, c'est pas très compliqué, c'est pas de l'escalade non plus, vous êtes pas enchaînés, enfin voilà, tout se passe bien, c'est roulant. Merci pour, toutes ces informations. J'ai une petite question sur la limite d'âge. Donc est-ce qu'il y a une limite d'âge pour monter, au Kilimandjaro? Parce que, on a un voyageur, une voyageuse, qui aimerait partir sur le Kilimandjaro, l'année prochaine et elle a 65 ans. Donc voilà, c'était savoir, si, on limitait ou pas. Kaleni, toi qui as l'habitude, d'avoir, les Ouais. voyageurs au téléphone. Non, 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 il y a pas de limite d'âge. Si vous êtes, toujours en forme et entraîné, il y a aucun souci. Dans mon groupe, j'avais des personnes de plus de 70 ans, donc voilà, il y a pas de souci. Si vous êtes en forme, c'est parti. Au-dessus de 80 quand même, on évite, hein, je précise. On vous conseille juste quand même d'aller, en prenant un peu de l'âge, d'aller, checker avec, votre médecin ou même, dans un centre, spécialiste, de l'altitude, que tout est OK et que tout est ouvert, pour pouvoir partir en tout cas, sur, ce type, de trek. Voilà, j'ai une petite question safari. On me demande s'il y a pas trop de monde dans le Serengeti, Kalani? Non, il y a pas trop de monde en fait, c'est tellement grand qu'il y a pas trop de monde. Après forcément, dès qu'il y a des zones avec des fauves, c'est voilà, c'est les animaux qu'on a le plus envie de voir tout le temps, les lions, les léopards. Donc là, il peut y avoir, 5-6 véhicules près d'un lion, c'est possible. Mais dans l'immensité du parc, on passe beaucoup de temps à rouler et à se promener, donc non, il y a pas on croise pas beaucoup de véhicules dans la journée. Voilà, après pour les lions et les points un peu, incontournables, c'est sûr qu'on va croiser un petit peu plus de monde, mais non, non, c'est pas surfréquenté du tout.
Top, merci. On me demande s'il faut des crampons pour le sommet. Alors, non, pas besoin de crampons normalement. Là, cette année, on a eu beaucoup de neige le mois de février, donc on a demandé en catastrophe à nos voyageurs de prévoir des crampons, mais on pouvait leur en trouver sur place aussi, hein, s'il y en avait pas, donc pas de souci. Normalement, pas de crampons. Après, voilà, selon les aléas météorologiques, on peut vous demander avant de partir d'essayer de trouver des crampons. Mais voilà, de manière générale, il y en a pas besoin. OK, désolée, vraiment j'enchaîne, mais on va pas avoir le temps de Vas-y. répondre à tout le monde. Encore deux, trois questions et on vous laisse parce qu'on va pas vous garder, jusqu'à, très, très tard dans la nuit. On me demande par rapport à la gestion de l'eau, comment ça se passe? Comment on remplit nos gourdes? Ce genre de questions. Ouais, alors pour l'eau, c'est l'eau illimitée le matin et le soir. Donc voilà, le matin, on remplit rapidement, les gourdes et les camelbacks si vous en avez. Voilà, donc ça vous faites ça avant de partir le matin et vous pouvez le faire aussi le soir avant de vous coucher. OK. Tu as quelque chose à rajouter Lydia sur Non, ça ou c'est bon? c'est de l'eau qui est déjà filtrée parce qu'en fait, ils la font bouillir donc vous avez juste à remplir vos gourdes sans nécessité de rajouter des pastilles micro-pures en plus. Mais voilà, c'est toujours bien d'en avoir au cas où, mais pour le coup, la gestion de l'eau est très bien gérée par l'équipe sur place et voilà, vous avez accès à de l'eau matin, midi et soir, dès que vous êtes, au camp. OK, merci et est-ce que vous pouvez me dire, enfin, j'ai quelqu'un qui me demande la différence entre la voie Lemosho et la voie Machamé. Quelle est la différence entre ces 2 voies? Voilà. Ouais. Alors la voie Les Mochaux, elle dure un jour de plus que la voie Machamé et donc ces 2 voies, elles se rejoignent, le 3e jour de la voie Machamé et donc le 4e jour de la voie Les Mochaux. Au niveau des paysages, vous allez croiser la même diversité de paysages. Donc voilà, si vous avez le temps et que vous souhaitez passer un petit peu plus de temps, sur place, prenez la voie Les Mochaux. Au niveau de l'acclimatation, c'est forcément un peu mieux avec un jour de plus. Mais voilà, la voie Machamé est déjà super au niveau de l'acclimatation, donc voilà, pas une grosse différence entre les 2 voies. Top, merci, pour toutes ces précisions, Kalani. Je choisis encore 2 questions et après, on vous laisse. Petite question pour la redescente, on a pas mal de questions qui demandent pourquoi on redescend, aussi vite et pas, en 3 ou 4 jours, comme, on le fait à l'aller, on monte en 6 jours. Pourquoi on redescend en 1 jour et demi? Alors, bah, déjà pour la voie de la redescente, c'est pas la même que la voie de la montée. Vous avez une voie qui descend tout droit en fait, jusqu'en bas. Donc, forcément, vous faites beaucoup moins de kilomètres à la descente qu'à la montée, puisque vous avez besoin de vous acclimater à la montée. Donc, on monte progressivement en longeant en fait la crête du Kilimandjaro. Et ça permet aussi de pas croiser du coup en montant les gens qui descendent. Donc, c'est assez agréable de le faire sous forme de circuit. Et voilà, simplement du coup le fait qu'il y ait beaucoup moins de kilomètres à la descente, on n'a pas besoin de 6 jours pour redescendre. Puis, plus vite on descend en altitude, mieux c'est aussi, Ça, surtout pour exactement. les personnes qui ont un peu mal à la tête, ça fait pas de mal. C'était mon cas, c'est pour ça que C'est j'étais ça. très contente de redescendre vite. Ouais. Et une dernière, petite question, quel est le coût, global, on va dire, pour, 1 semaine, de Kilimandjaro et un safari, donc 3 ou 5 jours, peu importe, mais voilà, le coût global en moyenne, Kalani? Ouais, le coût global, c'est Mmh. 5 000 € pour, voilà, 5 000 €, vous avez l'ascension du Kilimandjaro et les safaris. Voilà, comptez une enveloppe de 5 000 € à 400-500 € près, ce sera là-dedans. OK, top. Voilà, c'est pas donné, mais c'est un beau voyage, dont vous vous souviendrez, très, longtemps. Et ben, on va vous laisser, pour, ce soir. On a quasiment passé 1 heure, tous ensemble. En tout cas, merci beaucoup, de nous avoir fait le plaisir, d'être, là avec nous, pour parler, de l'ascension du Kilimandjaro. Si vous